cœur crucifié, mais un cœur vivant. Donc c'est avec le patriarcat qu'on a ce lien. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que le jeu de rôle est inversé. Dans le matriarcat, la femme était le dominant et l'homme était le dominé. Et dans le patriarcat, l'homme prend sa revanche, se révolte contre la femme, il devient lui-même son dominant et elle devient le dominant. Pour sortir, en réalité, pour sortir de ce schéma-là, il faut sortir de la relation dominant-dominé. Donc comment on peut arriver à une troisième humanité, une troisième civilisation, où on a une relation d'égal à égal. Je parle d'égalité des droits. C'est-à-dire sur un niveau énergétique, un lien, sexe, cœur, tête. Donc la rencontre, là où elle commence, changer, où on passe pour une rencontre d'abord où le sentiment a une place. Alors qu'au départ, le couple, dans le patriarcat, était une affaire d'associés. C'est quelque chose qui permet la stabilité, qui permet de créer la société. Au final, je conclue avec ça et je dis, au final, donc j'avais donné un titre, mais je ne voulais pas l'annoncer au départ à cette présentation. Ne me libère pas, je m'en charge. Ne me libère pas, je m'en charge contre moi-même, avec moi-même, de moi-même. Je me libère de mes propres conditionnements, des conditionnements des autres. Je me libère de ton regard humiliant quand tu as la peine pour moi. Je me libère de ton regard qui me tue quand tu as peur de moi. Je me libère de ma peur de perdre mon pouvoir. Et je me libère de ma soif de pouvoir. Voilà. Très belle conclusion provisoire avec ta partie, parce que ça fait vraiment la transition avec le Tao. C'est très bien. J'avais prévu de commencer à parler du yin et du yang dans le Tao. Penser justement ce partenariat équilibré entre le masculin et le féminin. Ça va au-delà de l'homme et de la femme, évidemment, puisqu'il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. Je rappelle rapidement, mais je pense qu'ici dans ce café Tao, les gens qui fréquentent connaissent ça par cœur. Je viens de le rappeler que dans la pensée chinoise en général, pas que dans le taoïsme, aussi dans le confucianisme, vous avez le Tao, qui est l'énergie cosmique première. Les missionnaires jésuites ont identifié le Tao à Dieu, qui est un peu une erreur, et en même temps une erreur intelligente, parce que c'est vrai que c'est un concept du divin, à mon avis, très intéressant, impersonnel, qui n'a pas le pouvoir, justement, puisque là, il y a le féminin et le masculin ensemble, parce que le yin et le yang composent tous les deux le Tao, ce sont des énergies complémentaires, polarité, comme le plus et le moins en électricité. Le yin, c'est le vide, le yang, c'est le plein, le yin, c'est le froid, le yang, c'est le chaud, le yin, c'est l'humide, le yang, c'est le sec, le yin, c'est l'obscur, le yang, c'est la lumière. Le yin, c'est le féminin, la femelle, le féminin, la femme. Le yang, c'est le mâle, le masculin, l'homme. Le yin, c'est la poésie, le yang, c'est la science. Le yin, c'est l'intégration, le yang, c'est la conquête, etc. Voilà. Et on pourrait multiplier à l'infini cette dualité entre le yin et le yang. Mais très important, il y a toujours du yin dans le yang, du yang dans le yin. On représente d'ailleurs le yin-yang, le Tao, par une sphère, avec deux gouttes d'eau qui s'interpénètrent, un peu comme les balles de tennis. Et vous avez un point de bleu dans le rouge et un point de rouge dans le bleu. En général, on représente ça en Asie, en rouge et en bleu. Et non pas en blanc et en noir, ce qui est une erreur, parce que c'est pas le mal et le bien n'ont rien à voir avec ça. Parce que la pensée chinoise, voilà, n'est pas une pensée manichéenne. La pensée chinoise est une pensée de l'équilibre. La maladie, le mal c'est la maladie vient d'un déséquilibre entre le yin et le yang. S'il y a trop de yin, par exemple dans un corps humain, la médecine chinoise adapte le yin-yang, le Tao à la médecine. La médecine chinoise dit que si vous avez trop de yin, vous allez être plutôt anémique, vous n'avez pas d'énergie. Voilà. Vous allez être quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer ses énergies en prenant des produits yang, comme le ginseng, le thé, certaines substances, certains aliments qui vont effectivement, qui vont être dits masculins, du feu, des aliments, du feu, du piment, etc., du gingembre, qui vont animer votre corps qui est un peu trop yin. Si vous êtes trop yang,
c'est-à-dire que vous êtes un peu trop nerveux, que vous avez de l'hypertension, etc., il faudra au contraire prendre des tisanes, des choses qui radoucissent. Et voilà. C'est le principe de base du yin et du yang qu'on peut appliquer à la société humaine et à la relation homme-femme. Donc finalement, pour les sages taoïstes aujourd'hui, puisque le taoïsme le néo-taoïsme est une religion en plein boom, y compris en Chine, où il est enfin à nouveau toléré, puisqu'il a été très persécuté, il n'y a pas si longtemps encore. Le mouvement néo-taoïste Falun Gong avait été massacré, enfin, beaucoup de ses membres ont été massacrés par la Chine communiste. J'avais même participé à une manifestation au Trocadéro pour soutenir cette soi-disant secte, c'était juste un mouvement, le néo-taoïsme, qui a été taxé de secte par le gouvernement chinois communiste. Et maintenant, bon, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont soutenu. Il y a même chaque année une réunion taoïste présidée par une femme, la grande prêtresse, la papesse, si on peut dire, du taoïsme. C'est une femme, une chinoise, je oublie son nom, dans le centre de la Chine. Chaque année, il y a la grande invocation, on fait une sorte de méditation pour la nature, pour la terre, pour l'équilibre des forces. Et d'après un sage taoïste anonyme, parce que les taoïstes sont très humbles, ils n'aiment pas dire leur nom, ils sont anonymes en général. Et le problème du monde actuel, c'est un déséquilibre. Il y a beaucoup trop de yang et pas assez de yin. Il y a beaucoup trop de valeurs masculines, de conquête, de fierté, de destruction, de pollution, de surconsommation, de croissance, et pas assez de valeurs de yang, de yin, au contraire, de douceur, de tendresse. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, bien entendu, les femmes, d'une certaine manière, sont plus dans la tendresse, et peut-être les hommes plus dans la conquête, c'est pour la préhistoire, mais ça a tellement changé depuis. Il y a des hommes plus yin et des femmes plus yang, évidemment. J'avais le commentaire d'un participant du Café Tao qui me disait, mais oui, mais finalement, la femme, la douceur, etc., l'homme, la violence, c'est un peu des clichés, c'est pas tout ce dont je voulais parler, ni toi d'ailleurs. Mais il y a des femmes très yang et des hommes très yin, très bien, oui, effectivement. Mais tout simplement, il faut équilibrer les choses. Qu'importe que l'homme soit plus ou moins yin ou yang, en général la femme est quand même plutôt yin, puisque sa vocation c'est quand même de mettre au monde des enfants, jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, je crois que ce serait une erreur de la part des féministes de vouloir abolir ça. C'est le cas d'ailleurs de l'épouse, enfin l'épouse, elle s'est jamais mariée avec Sartre, mais de Simone de Beauvoir, voilà, qui disait qu'avoir un enfant, elle a refusé d'avoir des enfants en disant que c'est une soumission à la nature, ce que je trouve ridicule. D'ailleurs Sartre a dit, elle voulait épouser Sartre a dit moi je t'épouse que si tu acceptes d'avoir des enfants, sinon ça sert à rien de se marier. Et là il n'a pas tout à fait tort. Bon, on peut se marier sans avoir d'enfants, certes, mais c'est quand même le but naturel du mariage, il me semble. Voilà, donc Sartre là avait raison, il avait tort sur le plan. Pas très fidèle d'ailleurs, elle non plus d'ailleurs, c'est bon, un peu spécial. Je l'avais dit que je ne parlais pas trop d'Occident, mais là j'ai fait un petit passage par l'Occident. Voilà, mais maintenant je passe au bouddhisme. Je ne vais pas être trop long, on va revenir dans le débat, faut pas être trop long. Je passe au bouddhisme, où là aussi la femme a un rôle important, parce qu'il faut savoir que le Bouddha historique, le Siddhartha Gautama, a eu beaucoup de compassion pour les femmes, qui étaient quand même très peut-être pas toujours maltraité, mais en tout cas inférieur, enfin considéré comme inférieur à l'homme. Dans la pensée indienne, toujours aujourd'hui, d'ailleurs dans l'hindouisme, le sort des femmes en Inde, on en parle souvent, c'est pas terrible. Les femmes qui sont violées, le problème de la dot, on préfère avoir un garçon qu'une fille, donc on a tendance à commettre parfois encore des infanticides. Dans certaines campagnes reculées de l'Inde, c'est interdit par la loi, bien sûr, mais ça existe encore malheureusement, où les femmes sont très soumises en Inde. Bon. Donc il faut, voilà, oui. Donc, mais le Bouddha a voulu émanciper les femmes, disant que c'était injuste, il a voulu abolir le système des castes et la misogynie de la pensée dominante. Et donc il a créé des monastères de femmes, de nonnes. Et chez les bouddhistes, alors bien sûr ça reste toujours quand même un peu patriarcal, si vous prenez le Tibet. Bon, le Dalai Lama, il est embêté en ce moment, justement, parce qu'il n'était pas assez féministe. Il cherche un successeur, mais il cherche forcément un homme, paraît-il, dans le bouddhisme tibétain. On pense que ça doit être un homme. Or, il y a des bouddhistes plus modernes, si je puis dire, qui cherchent, qui se disent pourquoi pas chercher une femme. Peut-être qu'il y a déjà une femme qui est le nouveau Bouddha, mais il reconnaît qu'il ne trouve pas le Dalai Lama. Et je pense qu'il se trompe, tout le respect que j'ai pour lui, c'est un grand homme, qui a fait pour les droits de l'homme, etc. Sa cause est tout à fait juste. Mais effectivement, là où peut-être Mao Tse-tung, qui a été le méchant du service, parce qu'il est un sacré, là où il n'avait peut-être pas tout à fait tort, tout n'est pas toujours blanc et noir, tout n'est pas toujours absolument le bien parfait contre le mal absolu,
Là où Mao a peut-être pas tout à fait tort, c'est qu'il a reproché justement à ces religions un peu archaïques, un peu anciennes, d'être misogynes. Parce que lui a beaucoup joué la carte des femmes, beaucoup soutenu. Il aimait les femmes, hein, enfin, il avait une maîtresse, il a toujours été très charitable avec ses maîtresses d'ailleurs. C'est même pas un saint, c'est pas exagéré. Mais bon, il a quand même le seul bénéfice de cette révolution chinoise, si je puis dire, c'était pour les femmes. On va me le dire, le droit au divorce, etc. Parce que c'est une émancipation pour la femme chinoise. Et puis, on profite bien, elle est très épanouie, de plus en plus. Et donc, de femmes milliardaires aujourd'hui, de femmes chinoises, c'est des femmes qui réussissent bien, qui souvent, comme souvent dans les pays où les femmes sont soumises, les femmes réussissent mieux, compensent par l'intelligence, la culture, la volonté, bien sûr aussi. C'est pareil, je pense, dans le Maghreb, hein, les femmes sont souvent plus brillantes que les hommes, elles réussissent mieux dans leurs études, en tout cas. Ça, c'est des faits, hein. C'est têtu comme les ennemis, et en Chine, c'est pareil. Les femmes réussissent souvent mieux, en France aussi, il faut le dire. Est-ce qu'on est soumise, je sais pas, mais disons, c'est moins flagrant peut-être en France, parce que ça fait depuis assez longtemps qu'elles ont quand même, sur le papier, les mêmes droits que les hommes. C'est pas toujours respecté, hein, je suis d'accord. Et donc le bouddhisme a aussi mis l'accent sur l'importance de la femme, en passant par la mère, la figure de la mère, puisque pour le bouddhisme, la vertu la plus importante, c'est la compassion. C'est un sentiment plus féminin, plus maternel que masculin. Les femmes, d'ailleurs, vont souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, être plus sensibles à la souffrance animale. D'ailleurs, à la tête des associations de protection des animaux, en général, c'est des femmes. J'ai parlé en France, mais c'est jeune. Elle a été un peu controversée pour certaines choses, mais d'autres, hein, aux États-Unis, vous pouvez vérifier, vous allez voir, l'association de protection des animaux, c'est presque toujours des femmes. Cette américaine qui a été assassinée, elle défendait les gorilles. Bon. Donc la femme est peut-être plus sensible à la vie, parce qu'elle donne la vie, il me semble. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas sensible, mais il va être moins préoccupé peut-être par les valeurs de vie, et la vie animale notamment. Et pour les bouddhistes, c'est très important aussi, la vie animale est sacrée aussi. Et donc certains bouddhistes, japonais et vietnamiens notamment, attendent le Maitreya sous forme féminine. Le Maitreya, c'est le nouveau Bouddha qui va venir sauver le monde. Parce qu'il y a un messianisme aussi bouddhiste, comme dans le messianisme chrétien, musulman, dans toutes les religions, il y a une forme de messianisme, on attend quelque chose, un événement. Certains bouddhistes donc attendent une femme de compassion, qui viendra sauver le monde par ses valeurs d'amour, de compassion, d'intégration aussi, c'est important. Et d'ailleurs, Tanizaki, qui est un bouddhiste, un écrivain japonais bouddhiste un peu libertin aussi, d'une certaine manière, enfin très moderne, voilà, séducteur, voilà. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, puisque tout à l'heure je parlerai de tantrisme, Tanizaki, dans le journal d'un vieux fou, c'est un peu lui, il explique qu'il est amoureux fou de sa belle-fille, alors non, c'est pas possible, hein, qui est une danseuse d'opéra, c'est Satsuki. Ça tombe bien, elle divorce avec son propre fils, il en conflit avec son fils, qui remarque qu'il a des vues un peu sur sa femme, il était fou. Bon. En fait, c'est très japonais parce qu'il ne se passe rien, enfin, il ne se passe pas grand-chose. Bon, simplement, il va lui faire plein de cadeaux, il lui offre une piscine, il lui offre un diamant qui vaut 3 millions, 3 millions d'euros, enfin, il la couvre de cadeaux, il est très riche, monsieur. Il est marié, mais bon, sa femme est assez discrète, voilà, elle sait qu'il est amoureux fou de cette fille, et puis elle accepte qu'elle vienne habiter chez eux, et simplement elle lui autorise de l'embrasser au cou, au talon, c'est très japonais, un fétichisme, je ne rentre pas dans les détails. Bon, ensuite le monsieur il sait qu'il est, donc le vieux fou, il sait qu'il a un cancer du poumon, qu'il est condamné, et sa dernière volonté, c'est là où c'est touchant, je trouve. Sa dernière volonté, c'est que ses cendres, puisqu'il est bouddhiste, hein, donc voilà, il va passer par la crémation, il veut que ses cendres, que l'urne funéraire, soit déposée au pied d'une statue de sa déesse. Donc elle joue le jeu, elle aussi, elle a beaucoup de tact, cette fille, elle est tout à fait admirable. Elle comprend qu'il est amoureux fou d'elle, que c'est pas possible, donc c'est une fille bien, quoi, on va dire. Et elle accepte de poser pour un sculpteur japonais, le plus cher, le plus connu de Tokyo, qui fait la statue. Entre-temps, le monsieur décède, son testament est accompli, il se retrouve au cimetière de Kyoto, et il est très heureux, il dit, c'est sa dernière parole dans le livre, qu'il est très heureux de savoir qu'il va être enterré, enfin que ses cendres vont être déposées sous les pieds de la belle Satsuki, qui sera son Bouddha de compassion, qui va l'aider à avoir une meilleure réincarnation, puisque l'amour est essentiel.
dans la vision bouddhiste de la réincarnation. Bon, histoire mignonne. Et je passe donc mon dernier point au tantrisme. Il y a différentes écoles dans le tantrisme. Le tantrisme, ça vient des tantras, ça veut dire le tissage. Le tantra, c'est le tissage. Ça veut dire aussi c'est le nom de textes sacrés. Mais parlons plus précisément du tantrisme dit sexuel, qui passe par l'union, effectivement, entre l'homme et la femme pour atteindre le divin, pour atteindre la réalisation du couple originel, par exemple Shiva et sa Shakti, notamment Kali. Donc la femme, c'est la seule religion, à ma connaissance, où le clergé est féminin essentiellement. Il peut y avoir des hommes, c'est plus rare. C'est la femme qui est l'initiatrice de l'homme. L'homme, le disciple donc, qui va devenir tantrique, il doit traverser toutes sortes d'épreuves spirituelles. Méditation, il doit être capable de montrer son contrôle, il doit même risquer sa vie. Enfin, il y a un très beau livre que je vous conseille si ça vous intéresse, c'est le livre de Daniel Audier, Tantra tout simplement. Il raconte son histoire. C'est le fondateur du tantrisme sexuel en France. Alors, ne cherchez pas sur le net, vous n'allez pas trouver grand-chose, c'est confidentiel, c'est du bouche à oreille. Je sais qu'il y a un centre de yoga tantrique près de la gare du Nord, mais il ne fait forcément pas trop de pub. Si vous allez sur le net, vous allez trouver très vite sur Scarlett Johansson. Et après, il faut payer assez vite en plus de renseignements, puisqu'elle est une adepte du tantrisme sexuel. Elle fait beaucoup pour cette cause, parce que c'est une religion qui est très persécutée en Inde, encore aujourd'hui, qui a toujours été très persécutée, très minoritaire, difficile à trouver. Et donc pour aller vite et pour dire l'essentiel quand même, on pourrait y revenir dans le débat si vous voulez, donc ce qui se passe c'est que le candidat en quelque sorte, le postulant si on peut dire, le disciple donc, il passe par cette prêtresse qu'il doit aimer de tout son cœur, il doit passer beaucoup de temps sans même espérer pouvoir toucher cette femme, qui est la prêtresse, l'initiatrice. Et au moment où il est prêt, énormément de candidats d'ailleurs sont éliminés, c'est pas un jeu télévisé évidemment, mais beaucoup de candidats ne tiennent pas la route parce que leur motivation doit être très pure. Audier, lui, il avait tout perdu, il avait divorcé, il était prêt à se suicider, il était dans la mer, il cherchait la vérité, il cherchait la foi. Il a trouvé cette foi. Il raconte ça avec beaucoup de naturel, avec de l'humour, avec beaucoup de respect, c'est vraiment très beau, c'est très très bien écrit son livre, j'ai vraiment adoré son livre. Et à un moment donné, il y a la relation, alors il doit dormir avec cette femme, cette prêtresse très belle en plus, sans qu'il se passe rien, sans la toucher, il doit donc montrer qu'il se contrôle complètement, qu'il contrôle son désir, ce qui n'est pas un animal, c'est un être humain, c'est la conscience. À un moment donné, il y a une relation qui se fait. Elle est très belle, il la raconte dans les détails, c'est l'impression de devenir un dieu par participation. C'est-à-dire que tous les deux représentent la polarité des dieux, masculine et féminine, comme dans le yin et le yang. Donc c'est une extase divine. Et pourquoi la femme? Je terminerai là-dessus avant la partie débat. Pourquoi c'est la femme qui est l'initiatrice et pas l'homme? Il y a une raison, le tantrique le dit très bien, elle me semble assez convaincante, il me semble, on va discuter. La femme est, remarquez, différente de l'homme, elle est plus intégrative. Elle est plus, même dans son érotisme, dans sa sexualité, c'est pas, voilà, pour l'homme c'est très localisé. Dans le sexe, pour la femme c'est beaucoup plus diffus, c'est plus long aussi. Donc il y a plein de facteurs qui font que la femme est, à mon avis, plus préparée, si on peut dire, par les dieux ou par Dieu, j'en sais rien, par le Tao, qu'importe, par une transcendance, là, parce que je crois dans la transcendance. Elle est plus préparée peut-être pour être l'initiatrice pour ce genre d'activité, évidemment, c'est un choix, c'est d'autres voies, plein de voies qui mènent au divin, c'est une voie particulière, en fait. Minoritaire, mais c'est un peu dans le sujet, parce que souvent les femmes qui ont voulu, comme d'ailleurs cette Française persécutée, manifeste de la femme futuriste, c'est Valentine de Saint-Jean, d'ailleurs à la fin de sa vie elle était devenue soufiste. C'est intéressant, elle est passée par la libération sexuelle et elle a terminé dans le mysticisme musulman, le soufisme. Tout un parcours, elle a défendu d'ailleurs le nationalisme arabe contre les occidentaux. Et donc c'est un peu, malheureusement, c'est presque évident qu'elle a été un petit peu en disgrâce. On trouve que ce petit livre, qui s'appelle Manifeste de la femme futuriste, Valentine de Saint-Jean. Et elle dit dans ce livre une chose assez juste, elle dit que malheureusement, on lui reproche d'être trop dans l'érotisme, justement, d'avoir écrit un livre sur l'érotisme, elle dit que c'était le seul moyen à ce moment-là pour la femme de se libérer, de passer par sa sexualité différente. Malheureusement, beaucoup de femmes ont essayé d'autres voies, elles étaient obligées de passer par cette voie-là. Donc ça a justifié finalement le rejet des hommes en disant, vous voyez, c'est des femmes légères, etc. Bon.
Alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça, il me semble. C'est parce qu'il y a quelque chose de très spécifique à ce niveau-là, que, à mon avis, le tantrisme a très bien exploité. Alors après, évidemment, c'est tellement minoritaire, c'est assez particulier. Bon, c'est intéressant, on en parle beaucoup, mais finalement, beaucoup de sites qui parlent du tantrisme, mais la pratique reste confidentielle, forcément. C'est préservé, donc il y a des personnes très sérieuses qui ont vraiment un chemin de spiritualité très particulière. Tout passe d'abord par le spirituel, puisque c'est une religion, c'est une véritable religion qui est reconnue par l'UNESCO, une grande religion du monde, mais très minoritaire. Donc pour conclure mon exposé, pour passer la parole, je dirais que la femme a un génie particulier, a une valeur particulière, et je trouve que l'erreur de nombreuses féministes, je terminerai là-dessus, que d'ailleurs William a aussi bien montré, c'est de vouloir que la femme soit comme l'homme, que la femme soit un deuxième homme. Déjà le titre de Simone de Beauvoir est une erreur, à mon avis. Je dis pas mal Simone de Beauvoir, il fallait peut-être une féministe un peu musclée à l'époque, parce qu'il y avait tellement d'inégalités, mais du coup elle a été trop musclée, si je puis dire. Bon. Et le deuxième sexe, c'est un mauvais titre. Bon, c'est un bon titre parce qu'il est un peu ironique, il y a une ironie. Mais il n'y a pas de deuxième sexe. Il y a deux sexes différents, complémentaires. Il n'y a pas de premier ni de deuxième. Il ne faut pas se mettre dans une relation de compétition entre hommes et femmes. Le féminisme qui a échoué, c'est ce féminisme de la compétition, qui à mon avis n'est pas le bon. C'est ce qu'on appelle le féminisme radical, qui est un peu à la mode aussi en ce moment, avec notamment les fémènes. Je pense que voilà, on se trompe de méthode. C'est pas en blasphémant dans les églises et ça qu'on va arranger les choses, à mon avis. Bon, je comprends qu'il y ait un ras-le-bol des femmes et qu'elles aillent à quelque chose un peu d'extrême. Vous avez même un homme pourtant qui a créé un site qui va traquer toutes les blagues sexistes sur le net. Je crois qu'il y a plus grave que ça et plus important que ça. Je ne cautionne pas les blagues sexistes sur le net, bien entendu, mais je pense que si on va traquer effectivement le bof qui s'amuse à raconter des blagues sur les mondes, etc., franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Et j'avais vu le reportage de cet homme et j'ai trouvé quelque part s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça sonnait faux un petit peu. Il était dans un combat. Je ne dis pas qu'il faut le cautionner, mais de traquer. Bientôt, vous allez faire plus de prison si vous avez fait une blague de mauvais goût que si vous avez vraiment tué quelqu'un. En France, c'est un peu la tendance. Ça, c'est une petite parenthèse. Vos paroles vont être plus graves que vos actes. Ça va être plus grave de dire quelque chose sur quelqu'un que de frapper bientôt, si la justice continue dans ce délire un petit peu. C'est un peu lâché. Et donc, le féminisme que je soutiens, et on peut presque plus parler de féminisme-humanisme, c'est le féminisme libéral. On appelle libéral, c'est pas le féminisme capitaliste, libéral pas dans ce sens-là, libéral dans le sens de la femme qui veut simplement plus de liberté, plus de droits. Féminisme qui a commencé dans des pays comme la Scandinavie, la Suède, la Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui a donné le droit aux femmes, parce que justement il y avait une culture locale qui s'y prêtait bien. La culture maori est une culture qui a toujours laissé la même liberté aux femmes qu'aux hommes, comme les cultures océaniennes, on peut apprendre des pays du Pacifique Sud à ce niveau-là, et des pays de l'Arctique, c'est-à-dire des pays nordiques, avec des extrêmes qui se rejoignent dans la libération de la femme, qui ont été les premiers. Les Vikings ont été les premiers à libérer les femmes, parce qu'ils ont vu, en partant dans le sud, nous envahir, ils ont vu que les femmes étaient tout à fait capables de gérer la société, au moins aussi bien que les hommes, voire peut-être mieux. Parce que moins guerrières, donc passaient moins leur temps à perdre leur énergie, à se battre. Et donc elles étaient plus efficaces sur le plan économique et sociétal et éducatif, bien sûr.